Good morning again. Le juge président, bienvenue à nouveau. Je voudrais, dans un premier temps, présenter mes excuses au public, car nous avons rendu une ordonnance au sujet de mesures un peu draconiennes, il faut le dire, mais je pense que cela est nécessaire pour le bien-être et la sécurité du témoin. Donc, je vais maintenant redonner la parole à monsieur le procureur, qui va poursuivre ces questions. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Nous étions, lorsque nous nous sommes quittés, vous étiez dans une ambulance et vous avez mentionné avoir été cette ambulance, avoir rencontré un barrage. Les gens de la Croix-Rouge qui nous ont récupérés et nous sommes arrivés à un barrage routier civil qui était composé, qui était armé. D'autres étaient habillés d'un tricot, d'autres avaient un pantalon en treillis. Et ils ont dit aux gens de la Croix-Rouge, ils leur ont posé la question de savoir ce qu'ils transportaient. Ils leur ont dit qu'ils transportaient des blessés. Alors, est-ce que ce ne sont pas des marcheurs? J'ai dit oui. Alors ils leur ont demandé de nous débarquer afin qu'on nous tue. Parce qu'ils disent que les Djoula mangent et ils veulent être présidents, donc on va les tuer. Nous sommes tous là pour eux, donc il faut qu'ils nous débarquent du véhicule afin qu'ils nous tuent. J'ai dit aux représentants de la Croix-Rouge que je ne peux pas accepter que vous nous débarquiez, qu'ils nous tuent. Alors il a dit non, qu'ils ne peuvent pas livrer un malade, que de rester tranquille, de descendre. Eux aussi sont descendus, sont entretenus avec les gens qui tenaient le barrage. Ils ont refusé, ils voulaient nous tuer. Ils sont entretenus pendant assez longtemps. Ensuite, ils ont ouvert le barrage et nous ont laissé passer. Les gens de la Croix-Rouge ont appelé, je ne sais pas qui ils ont appelé, mais ils ont informé qu'ils transportaient des malades et qu'ils ont demandé où nous acheminer. Ils nous ont dit de nous acheminer vers sud Yopougon. Nous sommes arrivés à un poste de santé. Ils nous ont fait descendre. Les médecins étaient en train de travailler. Ils nous ont récupérés. Ils nous ont récupérés et conduits dans une chambre. Ils m'ont consulté et ils se sont rendus compte que ma jambe était fracturée, que ça faisait mal. J'ai fait une radio et il y avait beaucoup de blessés qui arrivaient pour des radios. Ils ont fait 2 radios. Ensuite, ils m'ont fait coucher dans un lit. Donc les blessés arrivaient, on les a installés pour leur perfuser. Et à ce moment, je me suis senti légèrement mieux, mais les blessés continuaient d'arriver et certains étaient dans un état grave. Ils criaient, les médecins leur disaient qu'ils voulaient les sauver et certains ont péri parce qu'ils ont perdu trop de sang. Au moins 4 personnes sont décédées à côté de moi. Ensuite, il y a m'enlever de la salle où se trouvaient les blessés graves pour me mettre vers la porte après les escaliers. Après les escaliers, ils m'ont installé dans un endroit. Ensuite, ils amènent des blessés qui sont évacués selon leur état. Donc, je suis resté, j'étais assis jusqu'à un moment où quelqu'un est descendu de l'étage.
il a appelé les médecins, ils sont tous accourus et il leur a dit que il ne faudrait pas que l'on fasse payer qui que ce soit parmi les blessés, que Alassane Ouattara donnera tous les moyens pour soigner. Il leur a dit ça 3 fois, de ne faire payer quoi que ce soit. Alors, il s'est adressé au médecin, donc je suis resté, j'ai été rassuré que j'allais recevoir des soins. Alors j'y suis resté. À un moment, à l'hôpital, Si vous permettez, je vais vous interrompre. Alors, je comprends que vous êtes à l'hôpital. Et nous allons poursuivre plus tard la suite. Mais maintenant, j'aimerais vous ramener au tout début. Et je vais vous poser des questions bien spécifiques. Alors, nous avons entendu et écouté attentivement votre récit, votre témoignage. Mais maintenant, vos questions peuvent être beaucoup plus courtes et ne répondre qu'à la question. Vous n'êtes pas obligé de nous rappeler ce que vous nous avez déjà mentionné. Il y a un transcrit. Nous avons tout devant nous. Soyez assurés. Monsieur le témoin, vous nous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez entendu à la radio de l'ONUCI qu'il y était pour avoir une démonstration et que c'est M. Guillaume Soro qui a annoncé. Vous rappelez-vous des détails qui ont été mentionnés par M. Soro dans un premier temps? Alors, ma question est fort précise. C'est les paroles de M. Soro lorsque vous l'avez écouté. Uniquement cela. Nous avons entendu sur les ondes de la radio ONUCI, qu'il a invité les gens à se retrouver le 16 décembre 2010 à la RTI. C'était ça le contenu du message. Et qu'il faudrait que l'on aille montrer à Laurent Gbagbo les mains nues que les Ivoiriens ont choisi un président et que ce candidat était Alassane Ouattara et de l'inviter à quitter le siège présidentiel. Et 5 ans après, il pourrait se présenter à des élections. Voilà donc ce que nous avons reçu comme instruction. Il y a eu un appel à l'unité et même ceux qui étaient donc du RHDP, nous avons voulu montrer à Laurent Gbagbo les mains nues que nous sommes venus, qu'on a voté et que cette année-là, nous n'avions pas choisi Gbagbo, mais nous avions choisi Alassane Ouattara comme président. Ensuite, nous sommes restés jusqu'au 16 décembre. Je me suis réveillé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris ma douche. Je vous interromps.
Ça voulait dire quoi, ça, montrer nos mains? Violence, nous n'étions pas armés de fusils, d'armes à feu ou d'armes blanches. Nous sommes des civils. Voilà ce que nous avons voulu faire comprendre. Monsieur le témoin, donc vous dites que le 16 décembre, vous avez quitté votre maison. Quelle heure était-il, si vous vous en rappelez? J'ai quitté mon domicile après 7 heures parce que je me suis assis au carrefour Silla, au kiosque, et j'y suis arrivé vers 9 heures à cet endroit. Bon, un kiosque, je comprends, c'est un petit café, un endroit pour prendre le petit déjeuner? Tout à fait. On y buvait du café, il y avait également moyen d'y manger. Après le kiosque, où êtes-vous allé? Je me suis rendu à Djamé, au bord d'un baka. Ensuite, j'ai continué à pied pour me diriger vers le cinéma Liberté et pour me rendre vers Cocody. Donc, vous avez pris un baka, qui est un taxi collectif? Tout à fait. La commune d'Adjamé est grande. Est-ce qu'il y a un endroit spécifique dans Adjamé où vous êtes allé? Oui, j'ai pris le baka et qui nous a déposé vers, je ne me rappelle plus le nom de l'endroit. Pas loin du magasin de Sidi Silla. Sidi Silla vend du riz et c'est là où nous sommes descendus du véhicule. Ensuite, vous pouvez vous rendre rapidement vers le cinéma Liberté. À pied. Tout à fait. Je suis descendu du bagage, je continue à pied. Avant la marche, ou cette journée-là, au moment où vous êtes au cinéma, quel est votre état de santé? Avant la marche, j'étais en bonne santé. J'en remercie le bon Dieu parce que j'avais les moyens de subsistance et j'en remercie le bon Dieu. J'étais sain et j'avais également un peu d'argent. Your Honors, with your permission. Monsieur le Président, avec votre aval, ce 4 de la déclaration à nos confrères sur l'écran. CIV, OTP 0073 1052. J'ai une copie papier de ce document. On ne peut pas le voir. Il s'agit du témoin qui se trouve près d'une voiture. Et je voudrais montrer ceci au témoin. Et ensuite, je voudrais que cela soit retenu comme élément de preuve et versé au dossier. Si bien entendu, le témoin reconnaît. Maître Oshi, objection, Monsieur le Président, à cela.
Mon estimé confrère peut poser des questions pour jeter la base et pour obtenir des réponses de la part du témoin au sujet de ce que faisait le témoin. Ensuite, si le témoin mentionne quelque chose qui a quoi que ce soit à voir avec la photo, il peut présenter la photographie au témoin. Le problème, voyez-vous, c'est que présenter une photographie au témoin sans poser le contexte, c'est l'équivalent d'une question directrice quand même. Là, en quelque sorte, on force le témoin, on contraint le témoin à affirmer quelque chose de façon précise en lui demandant de regarder une photo. Monsieur MacDonald, oui, je pense que mon confrère a raison, mais c'était pour accélérer la procédure. Le juge-président, mais je pense qu'il va y avoir une question qui va être posée au sujet de cette photographie quand même. Monsieur MacDonald, oui, bien sûr. Le président, si vous allez poser une question, montrer la photographie, franchement, je ne vois pas où est le problème. Enfin, je ne vois le problème ni pour l'une ni pour l'autre des parties. Maître Shea, moi je pensais que Monsieur MacDonald voulait d'abord montrer la photo au témoin et ensuite lui poser des questions. Ce que je dis, c'est qu'il doit faire les choses dans l'inverse, parce qu'il faut établir le lien avec la photographie avant de montrer la photographie au témoin, sinon cela équivaut à une question directrice. Le président, mais écoutez, cela dépend de la question. S'il lui dit est-ce que c'est votre voiture, par exemple. Enfin, voyons un peu. Posez la question, puis montrez votre photographie. Et là, je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous avez remis une photo au bureau du procureur? Oui. Parce qu'il s'agissait de mon véhicule. C'était la photo de mon véhicule. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette photo que votre voiture? Sur la photo, il n'y avait rien d'autre à part la voiture. Mais derrière la voiture, j'avais une voiture personnelle, j'avais 2 maisons et j'avais 2 terrains nus. On bâtit la voiture que vous voyez est une Honda qui m'appartenait. Et c'est le 3e véhicule personnel. So, Your Honor, Monsieur MacDonald, donc Monsieur le Président, je vais maintenant montrer la photographie au témoin. Mais toutefois, je souhaiterais indiquer que je souhaite en demander interrompu par le président. Oui, mais une petite précision. Des éléments de preuve qui sont utilisés dans ce prétoire sont considérés comme présentés, versés au dossier. Voilà, ce n'est pas à chaque fois la peine de le dire. Si l'élément de preuve est utilisé, il est considéré comme admis aux fins du 74. Il en va de même. Si vous lisez une partie d'une déclaration à un témoin, la partie ou l'extrait de la déclaration qui a été lu et qui est considéré, je pense que les choses sont quand même beaucoup plus simples qu'elles ne le semblent. Lorsque nous avons donné lecture de la décision. Mais ceci étant dit, en l'espèce, vous présentez la photographie, vous allez dire, est-ce que vous reconnaissez cette photographie? Qu'avez-vous à nous dire au sujet de cette photographie? Ce n'est pas une question directrice. Moi, je ne savais tout simplement. La photographie pose litige. Alors là, vous avez tout à fait raison. Ce sont des éléments de preuve qui doivent être apportés par le témoin. Mon estimé confrère a jeté la base. Ce qu'il a dit, il l'a bien fait. Il a posé une question préliminaire et il a posé cette question. Il y a eu réponse et cela lui donne la possibilité maintenant de montrer la photo, de présenter la photographie au témoin. Le président.
Écoutez, bon, je ne pense pas que nous soyons sur la même longueur d'onde, vous et moi. Mais bon, ce qui est important, c'est le résultat. Maintenant, nous l'avons, la photographie. Nous avons entendu une question, nous avons maintenant une... Je vous en prie, Monsieur MacDonald. Lorsque vous êtes au cinéma et que vous continuez par la suite votre marche, êtes-vous seul ou êtes-vous avec d'autres personnes? J'étais seul. En fait, je me suis déplacé seul. Je n'étais en compagnie de personne. Et une fois que vous quittez l'endroit du cinéma, vous prenez quelle direction? Je suis passé devant Liberté et vous avez l'autoroute de l'autre côté. Il faut traverser l'autoroute pour entrer à Cocody. Donc je suis passé devant Liberté et je suis allé vers le pont pour piétons. Je suis monté sur le pont pour piétons et j'ai traversé l'autoroute pour aller du côté de Cocody. Il s'agit de quelle autoroute? L'autoroute du Nord. C'est l'autoroute du Nord qui vient vers le plateau. Lorsque vous prenez ce passage au-dessus de l'autoroute du Nord, êtes-vous seul ou êtes-vous accompagné de d'autres personnes, connues ou inconnues? Non, il y avait beaucoup de personnes avec moi que je ne connaissais pas et toutes ces personnes traversaient donc, mais chacun allait dans sa direction. Cocody, est-ce que c'est un quartier que vous connaissez bien? Non, Cocody n'est pas mon quartier, je ne le connais pas bien. On passe de temps en temps à Cocody, mais je ne connais pas bien Cocody. Mais les endroits par lesquels je suis passé, je peux les reconnaître même aujourd'hui, jusqu'à arriver au siège du RDR, mais ce n'est pas mon quartier. Monsieur le témoin, vous avez mentionné tout à l'heure que lorsque vous êtes à Cocody, après avoir traversé l'autoroute du Nord, vous avez entendu des bruits. Oui, j'ai entendu des bruits, mais ça c'était du côté d'Adjamé. Ça c'était derrière nous. C'était derrière nous. Cela a trouvé que j'avais déjà quitté la zone et je suis monté sur le pont piéton, j'ai regardé du côté d'où venait le bruit, j'ai vu qu'il y avait de la fumée, et j'ai vu les uniformes noirs des CRS. Nous allons revenir à ces termes CRS, leurs uniformes, car nous allons y revenir plus tard. Pourquoi vous? Continuons dans le... Outre la fumée, les bruits que vous entendez, J'ai poursuivi mon chemin jusqu'à arriver à Cocody. Nous marchions. Je suis arrivé à un carrefour et j'ai vu un camion cargo qui arrivait. Et il s'est arrêté au niveau du carrefour et j'ai continué. Et j'ai vu que des gens en uniforme descendaient. Et en fait, ils avaient l'uniforme de la garde républicaine.
Un cargo, c'est quoi? Expliquez à la Chambre, c'est quoi un cargo, dans un premier temps. Ce sont les camions dans lesquels, camions de 10 tonnes dans lesquels circulent les militaires. Ce sont des camions qui ont à peu près 10 tonnes et il y a des bâches au-dessus de ces camions, c'est ce qu'on appelle cargo. Camion cargo. Est-ce que vous m'avez compris? Demande le témoin. Laissez-moi vous poser une question de précision. Quand vous dites qu'il y a une partie arrière qui est ouverte, pardon, est-ce que cette partie arrière, elle est ouverte ou elle est fermée? Non, il y a une bâche, mais sur les côtés, la bâche est remontée. La bâche est remontée sur les camions, mais en haut, il y a la bâche, mais sur les côtés, la bâche est remontée. Et vous avez mentionné qu'il s'agissait de membres de la garde républicaine. Pourquoi êtes-vous capable de mentionner cela? Oui. Au début, je vous ai dit que j'étais chauffeur de citerne, camion-citerne. Donc, une fois les camions chargés ont passé devant le camp de la garde républicaine à Trècheville, donc je connais leur uniforme. C'est ainsi que j'ai fait pour savoir que c'est l'uniforme de la garde républicaine. Mais là où nous chargions à Gescossi, ce sont les gendarmes commando qui assuraient la garde la nuit. Le jour, parfois, il y avait des policiers qui montaient la garde et je connais la différence donc entre les uniformes. Et quand il y a des problèmes, les CRS viennent se joindre à la BAE et à la gendarmerie. Donc je connais leurs uniformes. Là où je chargeais mon camion-citerne, eh bien, il y avait donc les gendarmes commando qui assuraient la garde la nuit. Et le jour, le plus souvent, c'était des policiers. Mais quand il y a des problèmes, c'est la BAE qui était à l'entrée. Et quand il y a des problèmes, eh bien, les CRS venaient se joindre aux gendarmes commando. Et après, ce sont les douaniers qui signaient les bordereaux. J'ai été chauffeur pendant près de 17 ans, donc je connais les uniformes des corps habillés. Ce sont les gendarmes qui sont sur la route. Donc je connais la différence. Ce sont les douaniers qui signent les bordereaux. C'est ainsi que j'ai pu connaître les uniformes, notamment de la gendarmerie. Je vous ramène au cargo le 16 décembre et vous avez vu des membres de la garde républicaine. Comment étaient-ils habillés? Ils avaient un treillis, mais la couleur de leur galon, il est plus foncé que ceci. La couleur de leur galon était plus foncée que cette couleur. Pour les fins de l'enregistrement, vous avez montré un mouchoir de couleur rouge ou ocre et également vous avez mentionné, vous avez fait un geste sur vos épaules, votre épaule gauche. Très bien. Alors, et leur chapeau? La couleur de leur chapeau était la même, mais c'est un peu plus foncé que ce que je vous ai fait voir également. Leur béret, je veux dire, la couleur était plus foncée que celle du mouchoir que je vous ai fait voir. Pardon,
Et l'habit comme tel était de quelle couleur? Il s'agissait d'un treillis. Vous savez que ce sont des tenues tachetées, mais je ne peux pas vous expliquer parce que je ne connais pas les noms des couleurs en français. Je peux reconnaître, bien sûr, la couleur si je la vois. Il s'agit donc du treillis, mais en fait, ce sont les galons et le béret qui permettent de faire la différence facilement. Leurs galons ne sont pas les mêmes. Leurs galons ne sont pas les mêmes. Les bérets non plus ne sont pas les mêmes. Les gendarmes commando, leur béret est rouge par rapport à l'autre. Pour les autres, la couleur est plus foncée. La couleur est plus foncée. La garde républicaine, je veux dire. Comment était-il armé? Quand vous dites Kalachnikov, oui, on charge par le bas. Enfin, moi, je ne connais pas bien ces armes. Je ne suis pas militaire. Je ne connais pas les noms des armes. En tout cas, c'est un long fusil, mais on charge par le bas. Le chargeur est placé en bas. et pour les fins d'enregistrement, vous faites le geste en dessous. C'est bien ça. Continuons. Downwards does not. Le juge président, si vous dites vers le bas, ça ne veut pas vraiment dire le geste que le témoin fait. Il s'agit de charger donc du bas vers le haut. C'est bien ça, charger l'arme du bas vers le haut. Oui, le chargeur est placé du bas vers le haut dans l'arme. On va du bas vers le haut. C'est un peu comme ce que je tiens là. On prend et on accroche dans la partie basse de l'arme, qui est vers le sol. Je crois que c'est clair. Ces éléments de la garde républicaine, que font-ils? Non, les premiers que j'ai vus, quand j'allais vers le siège du RDR, ils ne m'ont rien fait. Je suis parti. Le premier groupe que j'ai vu, quand j'ai regardé devant moi, il y avait 3 personnes qui marchaient. J'ai accéléré le pas, je les ai rattrapés et nous sommes allés ensemble. Les premiers que j'ai vus ne m'ont rien fait. Arrivé au siège du RDR. Pourquoi rattrapez-vous les 3 personnes devant vous? Moi, je marchais, j'étais seul, j'ai vu 3 personnes devant moi. J'ai essayé de me rapprocher d'eux parce que je n'ai vu personne d'autre si ce n'est les militaires. Raison pour laquelle je me suis rapproché d'eux. Nous avons marché ensemble, mais je ne me suis pas occupé de ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit également qu'ils allaient pour la marche. Nous avons marché donc ensemble jusqu'au siège du RDR. Il n'y avait rien d'autre à part cela. J'avais un peu peur quand j'ai vu les premiers hommes en uniforme. Pourquoi aviez-vous peur? Oui, on ne les voit pas tout le temps en ville. Quand vous les voyez en ville,
c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils ne se promènent pas comme ça facilement en ville. On ne les voit pas souvent. C'est la raison pour laquelle j'ai pris peur un peu. Ils ne sont pas comme les autres hommes en uniforme. Quand vous les voyez en ville, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'ai pris peur. Vous vous rendez jusqu'au bureau du RDR. C'est exact. Afin de situer la chambre, I'll switch to English. We have Monsieur MacDonald, je passe à l'anglais. Nous avons en fait envoyé un email à ce sujet. Nous avons envoyé un PowerPoint avec le site exact. Nous avons donc l'itinéraire. Je ne veux pas que cela soit présenté aux témoins. C'était pour la Chambre et mes collègues. Nous avons, je pense aussi, si nécessaire, cette version imprimée, si c'est plus facile, que nous pourrions distribuer. Donc, si vous souhaitez, donc, je propose de distribuer ces feuilles sans en donner aux témoins. Maître O'Shea, je n'ai aucun problème à ce que cela soit distribué, d'autant que cela n'est pas présenté aux témoins si c'est pour nous aider, nous, dans la Chambre. La seule chose que je voudrais faire remarquer, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été envoyé. Donc, c'est une chose que vous devez garder à l'esprit tout en consultant ce document qui est distribué. Le juge président, nous prenons bonne note de votre désaccord. Vous n'êtes pas d'accord parce que la carte est fausse, elle a été falsifiée? Maître O'Shea, nous ne sommes pas d'accord parce que la carte est fausse, telle que le procureur a situé les lieux, ce n'est pas exact. Le procureur, dans ce cas-là, Google Maps est faux. Le juge président, ça me semble bizarre quand même. Maître O'Shea, peut-être, Monsieur le Président, mais nous ne sommes en tous les cas pas d'accord avec la situation qui est présentée par le procureur. Le juge président, mais la carte alors, Maître O'Shea, non, la carte Google est exacte. Ce sont les annotations que le procureur y a rajoutées qui sont à nos yeux erronées. I can continue while this is taking place. Bien, je vais continuer pendant qu'on procède à la distribution. Est-ce que nous pourrions également avoir... Pardon, correction de l'interprète. Le procureur, je vais continuer pendant qu'on distribue les exemplaires. Le juge président, est-ce que nous pourrions également avoir un exemplaire? You can keep the extra ones. It's okay. Monsieur le témoin, vous arrivez donc au siège du RDR. Que font les gens aux locaux du RDR? Il y avait beaucoup de gens au siège du RDR. Ils étaient tous venus pour se rendre à la RTI. Telle était l'intention de nous tous. Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Beaucoup d'autres personnes nous ont rejoints. Nous nous sommes dit, en fait, on nous a donné des conseils. On a dit de ne pas causer de dégâts. Quand nous allons marcher, nous allons lever les mains nues. Et nous allons nous rendre au siège du PDC, qui était le siège du RHDP. Et de là-bas, nous allons aller vers la RTI les mains nues pour montrer à Laurent Gbagbo que cette fois-ci, les Ivoiriens ont choisi un dirigeant de leur choix qui n'est pas Laurent Gbagbo, mais qui est Alassane Ouattara. Donc, on le prie de céder
sa place. 5 ans après, il peut revenir au pouvoir, il peut être candidat, peut-être qu'il pourra gagner. Et telle était notre intention. Monsieur le témoin, après le RDR, vous personnellement, vous, où êtes-vous allé? Non, je n'ai plus marché seul. Quand j'ai trouvé la foule là, je ne me suis plus déplacé seul et je me suis déplacé avec la foule, mais seul, je ne me suis pas déplacé. Nous avons donc fait le déplacement ensemble, en groupe. Nous allions au siège du PDCI et de là-bas pour nous rendre à la RTI. Arrivé au niveau de la route, nous avons vu qu'elle était... En fait, il y avait une voie sans issue, il y avait un bâtiment et il y avait des gendarmes commando qui étaient devant ce bâtiment. Donc, la voie était sans issue. Donc, à l'est, il y avait une voie. Monsieur le témoin, quand je vais lever ma main, c'est pour vous juste d'arrêter, s'il vous plaît. Alors, l'objectif est de se rendre aux locaux du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Telle était notre intention. Nous voulions nous rendre d'abord au siège du PDCI. C'était bien l'intention, l'objectif. Avez-vous rejoint le quartier général du PDCI? Non, nous n'avons pas pu atteindre le siège du PDCI. Oui, il y avait des gens en uniforme qui nous avaient barré la route. Et nous n'avons pas pu y arriver. À quelle distance environ des bureaux du RDR, si vous êtes capable de nous le mentionner? Non, je ne peux pas vous dire la distance en termes de kilomètres. Même si vous m'amenez à Abidjan, je peux vous montrer de quel endroit il s'agit. Mais dire que je peux évaluer ceci en termes de kilomètres, non, je ne peux pas le faire. Et vous avez rencontré des gens en uniforme. C'était quel groupe? Quelle unité? Oui, ceux qui étaient sur la route devant nous, les gens en uniforme, ils avaient des tenues des CRS. Et ils avaient des matraques, ils avaient des boucliers et ils avaient les fusils qui permettent de lancer les gaz lacrymogènes. Ils étaient nombreux, mais derrière eux, il y avait les agents de la garde républicaine avec leurs longs camions. Nous avons voulu nous rapprocher d'eux. Ils ont lancé les gaz lacrymogènes sur nous. Nous avons levé les mains parce que nous n'avions rien en main. Nous avons levé les mains. Quand on a voulu s'approcher d'eux de nouveau, ils ont lancé des gaz lacrymogènes sur nous. Beaucoup. Ils ont lancé beaucoup sur nous. C'est tombé au milieu de la foule et la foule a paniqué. On ne pouvait plus avancer et nous qui étions devant, on ne pouvait plus reculer. Donc la route qui va vers l'ouest, vers la droite, on a commencé à courir vers là-bas. Et en courant vers là-bas, j'ai entendu un coup de feu, je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de coups de feu. Ceux qui étaient devant, beaucoup sont tombés à terre. Et je suis resté couché. Ensuite, j'ai levé la tête et j'ai vu que les gendarmes qui étaient devant le bâtiment et ceux qui étaient sur le côté, en fait, c'est eux qui tiraient sur la foule. Je suis resté couché.
Ceux que j'ai vu tirer, je vous dis, ce sont les gendarmes commandos. C'est eux qui tiraient. C'est eux qui tiraient. Ceux qui étaient près du bâtiment, c'est eux qui ont tiré, ouvert le feu. Est-ce que vous avez remarqué quelles armes ils avaient? Je vous ai dit que je ne connais pas les armes, mais j'ai vu qu'ils avaient des armes, mais je ne sais pas de quelle marque il s'agit. Je vous ai dit comment on charge ces armes. Ce sont ces armes qu'ils avaient. Je ne suis pas militaire. Je ne peux pas distinguer les armes. S'il s'agit de véhicules, je connais les véhicules parce que je suis chauffeur. C'est mon travail. À ce moment-là, vous dites que vous ne pouviez pas reculer, la foule ne pouvait pas reculer. Pourquoi? Il y avait beaucoup de gens. On ne pouvait plus, ceux qui étaient devant ne pouvaient plus reculer. C'est un carrefour. Ceux qui étaient devant ne pouvaient plus reculer, mais ceux qui étaient derrière, oui, eux, ils pouvaient reculer. Mais nous qui étions devant, on ne pouvait plus reculer. Donc, nous avons essayé de prendre la voie de droite. On a essayé de prendre la voie de droite. Et c'est là que je suis tombé. Parce qu'on n'avait plus la possibilité, nous qui étions devant, de revenir en arrière avec les gaz lacrymogènes. Il y a eu la confusion. Et nous ne pouvions plus faire marche arrière. Et on ne pouvait plus aller vers l'est. Donc, on est allé côté ouest. Très bien. Vous avez mentionné, vous avez expliqué cette partie-là tout à l'heure dans votre témoignage. Vous êtes au sol. Vous avez vu également d'autres personnes tomber au sol. Mais maintenant, je veux aller directement vous amener au moment où vous avez mentionné qu'il y avait un cargo qui est arrivé. Oui, c'est un véhicule militaire. C'est un grand véhicule qui peut transporter beaucoup de gens. De quel groupe? Non, le premier véhicule qui est arrivé, leur chef avait un uniforme de la garde républicaine. Le premier groupe qui est arrivé. Ils font quoi à ce moment-là? C'est quoi leur objectif? Moi, j'étais à terre. Ma jambe était fracturée. Non, quand les gens en uniforme sont arrivés, celui qui était devant, il est descendu, il avait une radio en main, il était leur chef et il leur a dit que ceux qui étaient couchés à terre, il fallait qu'ils les ramassent tous pour les jeter dans le camion. Et ils les ont ramassés devant moi et les ont jetés dans le camion. Et après cela, ils ont marché jusqu'à moi. À ce moment-là, y a-t-il quelque information que ce soit pour vous indiquer pourquoi on prenait ces gens-là et les mettre dans le camion? Les gens sont tombés, ils ne bougent pas. Ils sont couchés à terre. Ils les ont pris, ils les ont jetés dans le camion, ils n'ont pas bougé. Je ne sais pas pourquoi ils les ont ramassés. En tout cas, ils n'ont pas bougé. Ils les ont mis dans le camion cargo. J'étais là seul, mais tous les autres étaient à terre, ne bougeaient pas. Et vous avez mentionné qu'on vous a fouillé.
Donc, ils sont venus jusqu'à moi. Ils se sont mis autour de moi. Leur chef a demandé à ces hommes de me fouiller. S'ils trouvent un gris-gris sur moi ou bien s'ils trouvent un couteau sur moi, qu'ils me tuent. Ils m'ont fouillé. Ils n'ont pas trouvé de gris-gris sur mon corps. Ils n'ont pas trouvé non plus de couteau. Ils ont pris mon portefeuille et mes portables pour les donner à leur chef. Pourquoi dites-vous que s'ils avaient trouvé des gris-gris ou un couteau, ils vous auraient tué? C'est leur chef qui l'a dit. Que s'ils trouvent un couteau sur moi, ou bien s'ils trouvent des gris-gris sur moi, qu'ils me tuent. Pourquoi? Parce que si vous voyez que quelqu'un a des gris-gris ou bien un couteau, il est venu pour les attaquer. Alors que moi, je ne suis qu'un civil, je ne suis pas un militaire. Nous étions de simples marcheurs. Nous n'avions ni gris-gris, ni couteau, ni fusil. Nous avions les mains nues. Expliquez à la Chambre, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi ça, un gris-gris? Côte d'Ivoire, s'ils trouvent les gris-gris sur quelqu'un, ils les identifient à des rebelles. Et on cherche à vous tuer. C'est l'ordre qu'ils avaient reçu. Les gris-gris, ils les considéraient comme des gris-gris qui les protégeaient, qui les rendaient invulnérables. L'instruction, c'était que si on retrouve quelqu'un qui portait ces gris-gris, eh bien, que cette personne devrait être tuée. À votre connaissance, qui porte des gris-gris? Les gris-gris, en réalité, les Djula aiment porter les gris-gris. C'est pourquoi, lorsqu'on vous arrête et que vous portez un gris-gris, ils en concluent que vous êtes un Djula. Et selon votre propre expérience, c'est quoi? Expliquez-nous, c'est quoi un dioula? Ce sont les Ivoiriens originaires du Nord, c'est eux qu'on appelle les Djula. Et les Maliens ainsi que les Burkinabés sont également appelés Djula. Vous parlez le dioula? Oui, effectivement, je parle Djula. J'y reviendrai. On ne trouve pas de gris-gris. On ne trouve pas de couteau. On vole votre portefeuille. On vole votre téléphone. Ils n'ont rien trouvé sur moi. Sans à la première session ce matin. Je comprends qu'il quitte. Ce cargo quitte et vous laisse sur le goudron. Ensuite, ils sont partis, ils m'ont frappé et ils sont partis. Ensuite, il y a deux personnes qui couraient.
ils leur ont tiré dessus, mais n'ont pas pu les atteindre. Leur chef leur dit d'arrêter les 2 personnes qui couraient, qui s'enfuyaient. Ensuite, ils les ont tous poursuivis. Celui qui était resté en retrait a dit à son patron qu'il devait me tuer avant d'y aller. Son chef lui a dit de continuer à poursuivre. Et il est monté à bord du cargo et ils sont allés à la poursuite des personnes qui couraient. Et je suis resté assis à l'endroit où j'étais. Et puis, Ensuite, ils ont tiré, ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas tombé, ils ont continué. Monsieur le témoin, je m'excuse. J'ai posé ma question en français et vous répondez en français. Il serait préférable de répondre en dioula pour question de continuité. D'accord? OK. Alors, ma question, je vais la répéter. Il y a 2 personnes qui, vous dites, fuyaient ou quittaient. J'aimerais parler de cela pour l'instant. Est-ce que vous avez remarqué, c'était qui ces gens-là? Comment ils étaient habillés? Ceux qui couraient étaient des civils. Ils ne portaient pas d'uniforme. Ils étaient habillés comme n'importe quel civil. Et donc, vous restez là seul? Tout à fait. Je suis resté seul. Un autre véhicule qui est arrivé. Ensuite, un camion bâché est arrivé avec la peinture de la gendarmerie, peint aux couleurs de la gendarmerie. Il y avait 4 personnes à l'arrière et une personne était assise à côté du chauffeur, du conducteur. Quand vous dites c'était la couleur de la gendarmerie, quelle couleur est-ce? C'est une couleur c'est un bleu qui est un peu plus foncé que la couleur de ma béquille. C'est votre béquille qui, quand je regarde cette couleur, pour moi c'est gris. Maintenant, vous dites que c'est un peu plus foncé. Dark. Je parle du véhicule qui a une couleur beaucoup plus foncée que celle de ma béquille. Et les gendarmes, eux, dans le camion, quelle était la couleur de leur uniforme? Ils portaient l'uniforme des gendarmes commando avec leur béret et ils avaient également une ceinture autour de la taille. Le même type d'arme? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, monsieur le procureur. Et ils avaient le même type d'arme que vous avez mentionné tout à l'heure? Tout à fait, ils avaient le même type de fusil, mais le premier qui est descendu avait un autre fusil et il a pointé son arme sur moi. Les autres se sont rapprochés après être descendus. Le premier qui est descendu avait une radio en main, mais ils étaient tous en uniforme de gendarme commando.